Il va falloir trouver de l'argent. On cherche en France 40 milliards d'euros pour réussir à avoir un déficit ne serait-ce que autour des 5%. On en est là. Donc du coup, on pense à remettre en place l'ISF. Le gouvernement planche sur une taxe sur les patrimoines de plus de 2 millions d'euros. Hier, c'était la taxe Zuckman qui était discutée au Sénat. Elle avait été votée à l'Assemblée nationale, elle a été retoquée au Sénat. Dorothée, est-ce que c'est une nécessité pour les finances françaises? Est-ce que c'est un sujet de symbole, cette question d'ISF? Quel est votre point de vue? Je pense, c'est une question déjà à manier avec pas mal de précautions. Aujourd'hui, dans le budget de 2025, donc pour 2025, il y avait pour un an ce qu'on appelle la contribution différentielle sur les hauts revenus, dont le but était de s'assurer que les très hauts revenus payent au moins 20% d'impôt sur le revenu. Ce qui touche assez peu de gens, qui devait rapporter 2 milliards cette année, avec dans l'idée que ce serait remplacé ensuite par quelque chose qui ciblerait plus spécifiquement les pratiques d'optimisation fiscale qui souvent passent par des holdings, qui font que certains contribuables, tout en haut de l'échelle des revenus, sont très peu taxés. Est-ce que c'est un outil de rendement? Pas forcément, parce que si vous voulez en faire la version Zuckman, c'est-à-dire avec une taxation à 2% sur le patrimoine en disant que ça va rapporter beaucoup d'argent, vous y arriverez peut-être la première année, mais la deuxième année, il n'y aura plus personne. Donc, je veux dire, ce genre d'instrument, on sait qu'on parle de gens qui sont très mobiles. Si vous mettez des taux élevés pour faire du rendement, la taxe disparaît d'elle-même. Ça marche une fois, quoi. Oui, ça marche une fois et on a pas mal perdu en termes d'attractivité au passage. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut, si on va vers ce genre d'outils, il faut le faire assez finement, avec des taux qui sont pas trop élevés, qui ciblent vraiment là où il y a un sujet en fait de régressivité tout en haut de la distribution, mais tout en sachant qu'on est sur des gens sur des gens mobiles. Donc je dirais à manier avec précaution. Quelle sera la décision finale, j'en sais rien, mais je dirais c'est pas vraiment un outil. On fera pas les 40 milliards avec ça. C'est sans doute plus une question, alors je ne sais pas s'il faut dire de symbole, mais à partir du moment où on va demander des efforts à tous les Français, de s'assurer que le sentiment est bien là, que l'effort est partagé de manière vaste, et y compris tout en haut de l'échelle des revenus. Anne-Charlotte Fredenucci, faire revenir l'ISF, pour vous, question de symbole, utile, pas utile? Alors, moi, je m'exprimerai d'abord en tant que chef d'entreprise. Tous les ans, Ametra ne distribue pas de quoi payer 2% de la valeur d'Ametra. Donc, attention à ces outils qui sont potentiellement mortifères pour les entreprises et les ETI françaises. Il faut être vigilant sur, au minimum, l'exclusion de l'outil de travail. Attention à taxer les entreprises. Parce que la taxe Zuckman prévoit, elle, de mettre l'outil professionnel dans le patrimoine des dirigeants et de calculer là-dessus. C'est ce qui serait dramatique, parce que typiquement, Ametra, tous les ans, réinvestit. Moi, mon père était auvergnat, donc un chou est un chou. On laisse l'argent dans l'entreprise pour que l'entreprise se développe, pour qu'elle puisse continuer à croître, à créer de l'emploi. Si demain, je dois distribuer suffisamment pour payer l'impôt sur le revenu et ensuite, à la fin, payer 2% de la valeur de mon entreprise, c'est la fin de mon modèle économique, clairement. Alors, la taxe Zuckman, il y a pensé, Gabriel Zuckman, et lui, il dit, c'est pas compliqué, vous donnez des actions à l'État. Comme ça, au moins, vous payez en actions, en fait. L'État ne va pas devenir actionnaire de toutes les entreprises françaises. À ce moment-là, c'est l'URSS. Je ne sais pas, mais... Et il les vendra quand ça sera possible. Si vous avez un problème de liquidité, on a la solution. Non, mais vous dites à un moment donné, c'est mortifère. C'est ça que vous... C'est mortifère. L'entrepreneuriat est quand même une aventure dans laquelle on prend des risques. Moi, je me souviens, quand j'ai repris le groupe familial, on a dû faire plan social, procédure de sauvegarde. L'appartement de mes parents était potentiellement saisi par la banque. Enfin, il y avait un risque de saisie si nous n'arrivions pas à redresser l'entreprise et à rembourser. Donc, il ne faut pas oublier que le chef d'entreprise prend des risques sur l'argent qu'il a réussi à mettre de côté au fur et à mesure qu'il a réussi à développer son entreprise et à sortir de l'argent. Donc, attention quand même à ces risques qui sont très, très importants sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le départ de ces populations qui sont très mobiles. Moi, je suis française, engagée pour la France. Je souhaite continuer à payer mes impôts en France, mais dans la mesure où mon entreprise survit. Si rester en France tue mon entreprise, là, je n'aurai pas le choix. Je serai obligée de déménager. Roland Gillet, à chaque fois, ça me terrifie d'entendre des trucs pareils. C'est-à-dire qu'on peut se dire à un moment donné que l'impôt peut tuer les boîtes, tout simplement. Tout à fait. Et peut décourager aussi, parce que effectivement, le message qu'on voudrait quand même donner aujourd'hui, moi, ça me semble tout à fait normal de dire ce que vous avez dit d'abord, et puis deux,
il y a plus d'incertitudes, on vient de le dire, c'est dû à personne. En France, en particulier pour le moment, en dehors des problèmes franco-français, il y a le contexte international. Avoir des gens qui sont d'accord sur fonds propres, d'aller mettre de l'argent dans leur entreprise, dans l'outil productif, même acheter des actions quand on est tout petit et qu'on a son épargne et qu'on veut les mettre en action plutôt que les mettre en obligation. C'est-à-dire vraiment dans du capital à risque où on n'est pas sûr de récupérer la totalité. Dans un univers où c'est déjà plus incertain, on a tendance à demander une prime de risque. Mais il faut du courage pour ça. C'est des audacieux, c'est des gens qui n'ont pas peur de ne pas être garantis si ça tourne mal. Toucher ces gens-là maintenant, au moment où justement on a besoin d'eux, sachant qu'on est déjà les champions de l'endettement plutôt que les champions du capital à risque pour les prises de risque, c'est vraiment un signal à l'envers. Aujourd'hui, on devrait plutôt encourager ces gens-là, même des jeunes qui créent leur start-up dans différents pays, mais dans le mien également. Souvent, je disais, quelqu'un qui crée son entreprise, il a peu de fonds propres au début, donc pour le protéger, il faut essayer qu'il les laisse dans l'entreprise, comme vous le disiez. Et moi, j'avais dit à un moment donné, pendant 5 ans, il ne payera pas d'impôt des sociétés, pour autant qui ne se paie pas de dividendes et qui se paie un salaire jusqu'à un certain niveau, dans le but justement, comme on sait que c'est dans les 5 premières années que souvent une entreprise disparaît pour des raisons conjoncturelles qui ne sont pas toujours dues à l'entrepreneur, d'avoir suffisamment de fonds propres qui le protègent si un jour il y a un événement qui se passe. Donc ici, aller mettre des éléments qui poussent des gens audacieux, qui mettent à disposition de l'économie française dans leur entreprise des moyens productifs et qui les développent justement en ne se rétribuant pas et en faisant grossir leur patrimoine, ce qui permet d'assurer une meilleure pérennité de l'entreprise, je trouve que c'est un message à l'envers dans le contexte actuel. Peut-être pour pas trop inquiéter, hein, la version à 2% avec les biens professionnels, vos parts dans vos entreprises, c'est la version Zuckman qui a été retoquée au Sénat et qui n'a aucune chance de passer, hein, parce que pour toutes les raisons qu'on a dit, et heureusement. Donc, mais même sur le cas, je suis d'accord avec vous, mais ça c'est sur l'outil productif. Mais pour l'instant, nous dit Zuckman, hein, il dit d'ici 5 ans ça passera. Mais si vous y allez aussi sur le patrimoine, il ne faut pas oublier non plus pour le moment, et notamment, je l'ai dit tout à l'heure pour les dettes, notamment les gens qui détiennent des obligations, quand vous avez par exemple, j'invente sur 3%, 1% qui vous reste quand on a déduit l'inflation. Si on prend bon an, mal an chaque année sur ce patrimoine-là, qui n'est pourtant pas du capital à risque, j'en sais rien, 2%, vous vous appauvrissez chaque année. Hein, donc on vous prélève un impôt sur quelque chose que vous n'avez pas gagné, puisqu'on le prend sur le capital indépendamment de ce que ça rapporte. C'est un peu ce que vous disiez. Même l'ISF donc ici, c'est dangereux de faire ce genre de choses. Personne ne pense sérieusement à le rétablir à 2%. Non, mais encore une fois, c'est la version Zuckman, il y a un jeu politique autour. La version elle n'est pas sur la même assiette, elle n'est pas sur les patrimoines professionnels. Et d'ailleurs, au niveau de l'ISF en France, vous avez quand même vu que Emmanuel Macron, quand il est arrivé, il a mis l'impôt sur la fortune sur le seul qui n'est pas mobile de patrimoine, c'est-à-dire l'immobilier. Mais le reste, on sait aujourd'hui en plus que les gens intelligents et les gens qui veulent survivre, vous l'avez très bien dit, vous avez tout envie de continuer à être français, c'est à développer vos projets en France, mais vous n'avez pas envie, à un moment donné, que votre entreprise, que vous avez constituée avec le temps et même votre famille, soit mise à mal alors que vous voulez justement la développer et créer des emplois supplémentaires. Ma priorité, c'est la pérennité des emplois d'Ametra. Ouais. On est d'accord. Ouais.